Bonsoir et bienvenue pour le 7-8 L'Actu sur TV Fil 78, il est 18h. Si vous nous rejoignez en direct en ce lundi 30 juin, les Bleus qui disputent actuellement un huitième de finale face au Nigeria. La France a les yeux tournés vers le Brésil. Nous allons donc sans plus attendre du côté de voisins le Bretonneux où se trouvent Olivier Maniscalco et Jonathan Willeman, la Marseillaise qui vient tout juste de retentir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Wilfried. Comment s'apprête-t-on à vivre ce match ce soir à voisins le Bretonneux dans le pub où vous vous êtes installé donc? Alors déjà Wilfried, je peux vous dire, alors vous entendez l'ambiance autour de moi, mais déjà je peux vous dire, il y a une cinquantaine, soixantaine de personnes qui sont déjà arrivées. Bien sûr, ça va arriver au compte-gouttes puisque les gens sortent travail. La Marseillaise, vous en parliez, effectivement, elle a été intense ici. Je peux vous dire que tout le monde a chanté à l'unisson, la main sur le cœur. Les gens sont très remontés. J'ai à côté de moi Sébastien, le patron du bar. Nous trouvons à voisin le Bretonneux. Sébastien, comment vous la trouvez l'ambiance déjà ce soir? Pour l'instant, c'est un peu tendu, on a l'impression, mais je pense que ça va vite se décanter. Et dès qu'il y aura un peu plus de monde, avec l'heure un peu, on va dire tôt dans la soirée, ça va se remplir au fur et à mesure. Et puis l'ambiance va monter dès qu'il y aura le premier but de marqué. Ça va être un peu plus détendu. Alors avant de parler de votre pronostic pour le match, comment vous la sentez l'ambiance? Je vous demandais par rapport aux autres matchs qu'il y a déjà eu dans ce groupe. Il y a eu 3 matchs déjà dans la Coupe du Monde. Comment vous la sentez là? Pour l'instant, c'est un peu calme, comme je vous ai dit, parce que c'est vrai que c'est un peu tôt dans la soirée, mais l'ambiance va vite monter. Mais c'est vrai que c'est un peu calme là. Mais l'ambiance, on va la voir après, vous inquiétez pas. Votre pronostic pour le match, Sébastien? 2-0. 2-0. Merci beaucoup, Sébastien. Et votre pronostic à vous, Olivier? Votre pronostic à vous, Olivier, oui. Alors mon pronostic à moi, j'ai mis 2-1. Je pense 2-1 pour l'équipe de France. On va passer ce soir. J'ai à mes côtés un supporter sur allez-y encore, oui, allez-y, oui. Un supporter, Quentin. Quentin, vous êtes venu avec qui? Pourquoi venir ici dans ce bar? Ouais, je suis venu avec tous mes amis, parce que le Den Petit c'est vraiment le bar où on va tout le temps. C'est une ambiance pour regarder des matchs qu'on ne retrouve pas ailleurs, qu'on ne trouve pas chez soi, et ça fait vraiment plaisir de venir ici en tout cas. Justement, un petit mot sur ce match, ça vient de commencer. Comment vous le sentez ce match des Bleus, et un petit pronostic pour terminer? Nous on le sent vraiment bien, parce que l'équipe de France on l'a jamais vu comme ça. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'elle arrive à bouger toute la nation comparé à des années où ça marchait pas forcément. Et donc on s'attend peut-être à un 3-0 quand même, parce qu'on est chaud quoi. Merci beaucoup Quentin, on vous laisse passer une bonne soirée. Voilà Wilfried, ce qu'il y avait à dire pour le moment, c'est que le début du match, l'ambiance va continuer à monter, en tout cas on y croit. Allez les Bleus! Allez les Bleus, Olivier, n'hésitez pas à intervenir, priorité au football en tout cas pour ceux qui nous suivent en direct ce soir 18h lors de cette nouvelle édition du 7-8 L'Actu. En attendant la victoire et les buts de l'équipe de France, voici les titres qui seront développés au cours de la prochaine demi-heure. Responsable aux côtés de Luc Châtel, Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin de l'UMP, François Fillon était dans les Yvelines ce week-end à l'invitation de la responsable départementale Valérie Pécresse. L'ancien Premier ministre poursuit son offensive en vue de 2017 et la présidentielle. L'association Rêve réalise les envies des enfants malades et fête ses 20 ans. Une journée festive vient de se dérouler au château de Versailles. Nous allons en parler avec l'un des responsables sur ce plateau dans quelques instants. Et puis 95 000 €, c'est le montant des travaux nécessaires sur la toute nouvelle piste de BMX du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, en cause des manquements à la sécurité des pilotes. Igor Bogdanov, condamné cet après-midi à 10 000 € d'amende. Le tribunal de grande instance de Versailles a donc statué. La justice lui reproche d'avoir piloté un hélicoptère sans licence professionnelle et d'avoir falsifié son carnet de vol. L'ancien animateur télé de 64 ans crie toujours à l'erreur judiciaire. Il fera appel. L'affaire a débuté en 2012 lors d'une demande d'autorisation pour se poser en hélicoptère sur le parking d'un centre commercial d'Étampes pour faire la promotion d'un ouvrage avec son frère. Politique, l'UMP dans la tourmente, mais qui tente malgré tout de fédérer ses militants. Dans les Yvelines, Valérie Pécresse a réuni ses troupes autour de François Fillon pour un déjeuner champêtre samedi. Également présent, le candidat à la présidence du parti Bruno Le Maire, Anthony Reich et Elodie Moine étaient sur place. Sur les visages, les sourires se font rares. Pourtant, lors de ce pique-nique, Valérie Pécresse était censée remercier le travail des militants. Mais l'objectif de la députée des Yvelines est en réalité tout autre, retrouver l'unité. Je pense qu'il faut à la fois nettoyer l'UMP de toutes ces affaires qui la salissent, et en même temps il faut renouveler profondément, renouveler les idées, renouveler les personnes. Et aujourd'hui cette réunion, si elle attire autant de personnes, malgré la pluie qui nous menace et qui tombe sporadiquement, c'est parce que nos électeurs ont encore envie d'y croire. Pourtant, selon un sondage publié ce samedi, près de 80% des sympathisants UMP réclament une rénovation profonde du parti et près de la moitié veut un changement de nom. Ils sont tout de même venus nombreux sur les pelouses de Jouy-en-Josas à croire encore en l'avenir de l'UMP malgré les scandales.
Extrêmement déçu, d'autant que tout le travail qu'on a fait sur les idées, sur bâtir un programme fort, a été battu en brèche par la survenue de cette crise. On va s'en sortir évidemment, mais on a besoin, je crois, de se rassembler sur nos fondamentaux, sur nos valeurs profondes. Face à ce chaos interne, François Fillon et le candidat déclaré à la présidence de l'UMP, Bruno Le Maire, n'avaient qu'un slogan, le renouveau. Les militants en ont ras-le-bol des divisions à la tête de l'UMP. Ras-le-bol. Ils ne veulent plus entendre les querelles entre les uns et les autres. Ils ne veulent plus de guerre des chefs. Ils ne veulent plus de petites remarques désagréables des uns sur les autres dans notre famille politique. Le 29 novembre, un nouveau président prendra la tête de l'UMP. D'ici là, le maître mot est clair, redorer l'image du parti. 20 prototypes de l'habitat de demain présentés à Versailles à l'occasion du Solar Décathlon. Des étudiants du monde entier exposent leur réalisation dans leur cahier des charges, ne pas consommer plus de 5 kWh et puis permettre la recharge de véhicules électriques. Comment s'en accommodent les compétiteurs? Olivier Maniscalco pour ce reportage. Inauguration officielle du Solar Décathlon de Versailles. Après 2 ans de préparation, les projets de maisons solaires d'étudiants, ingénieurs et architectes sont enfin sortis de terre. Et le résultat est stupéfiant. Pour l'occasion, une cérémonie était organisée en présence de toutes les équipes en compétition. Présente pour l'événement, Sylvia Pinel, ministre du Logement, n'a pas caché sa satisfaction. La France est très fière d'accueillir le Solar Décathlon Europe 2014 et très fière aussi d'avoir sur notre territoire des jeunes qui portent justement cette ambition, cette envie et un immense talent. 11 jours de montage ont été nécessaires pour voir apparaître cette ville champignon. Si dans l'ensemble toutes les maisons sont prêtes, certaines équipes ont pris un peu de retard. On ne s'improvise pas bâtisseur du jour au lendemain. Tout le projet est fait par les étudiants. Donc on n'a pas des ouvriers professionnels qui nous aident. Alors que des autres équipes, ils ont des ouvriers professionnels qui aident à la réalisation et qui encadrent aussi les étudiants. En fait, on a comme un délai les dimanches soirs, mais nous déjà aujourd'hui on termine la verrière et après il y a des petites choses à faire par rapport au revêtement extérieur et on a terminé. À partir d'aujourd'hui, les équipes recevront une note par jour et par catégorie. Innovation, architecture ou efficacité énergétique seront évaluées jusqu'au 12 juillet par le jury composé d'experts. Et je reçois à présent pour cette édition du 7-8 l'actu Olivier Bérère. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'association Rêve, association qui réalise les rêves des enfants gravement malades. 20e anniversaire cette année. À cette occasion, des animations viennent de se tenir au château de Versailles. Des enfants suivis à l'hôpital Mignot avec leur famille étaient présents. On regarde le reportage de Mathilde Caberne et on se retrouve juste après sur ce plateau. Le temps d'une journée, d'habitude rythmée par les rendez-vous à l'hôpital, enfants et familles ont le droit à une parenthèse, cette fois-ci au château de Versailles. Pour ses 20 ans, l'association Rêve a organisé une journée récréative, jeux, promenades dans les jardins et visites privées des appartements du Roi Soleil. En plus de ces journées, l'organisme a pour mission de réaliser les rêves des enfants à travers la France, aussi fous qu'ils puissent être. Les plus fous, c'est peut-être ceux que je trouve les plus étonnants. On a un enfant qui a voulu aller passer 2 jours dans un laboratoire pharmaceutique. C'est pas toujours des rêves comme nous on pourrait imaginer rêver, aller aux Antilles par exemple. Non, les enfants, ils ont parfois des rêves très simples. Linda est la mère de Layan, un petit garçon touché par la drépanocytose. Mathieu, quant à lui, est atteint du cancer du cerveau. Il a pu déjà réaliser 2 rêves. Mon premier rêve, ça a été de rencontrer mon joueur de foot que j'ai préféré depuis que je regarde le foot, c'est-à-dire Juninho, un ancien joueur de Lyon. Et j'ai pu aller à Lyon et puis voir même toute l'équipe. Son rêve, c'était, alors comme il aime beaucoup tout ce qui est voiture, vitesse forcément, donc il avait voulu effectivement participer au Grand Prix de Formule 1, donc à Monaco. On est resté 2 jours sur place, on était à Nice. Et puis on faisait effectivement la navette pour Monaco pour pouvoir effectivement assister aux courses. Donc il a beaucoup aimé. En partenariat avec l'hôpital Mignot de Versailles, l'association s'est installée dans les Yvelines depuis plus d'1 an. Selon ce pédiatre, l'association Rêve a un réel bienfait sur les enfants. Les enfants que je suis ont profité de l'action et de la générosité de cette association. Et
vraiment, cette générosité a eu un impact majeur. Et c'était un moment de lumière dans leur vie et dans leur parcours. Le premier rêve réalisé par l'association date déjà du 7 octobre 1994. Depuis, près de 4000 enfants ont pu réaliser leurs rêves. On va continuer à parler donc du travail de votre association avec le directeur qui est présent. Rêve, ça offre une parenthèse à ces enfants qui sont malades. Ça permet de les rendre plus forts face à la maladie. Comment est née cette initiative il y a une vingtaine d'années ? Alors cette initiative est née, je dirais, tout simplement par un père de famille en fait qui a eu un de ses enfants malade. Et puis donc il l'a accompagné à l'hôpital. Et donc dans cet accompagnement, voilà, il s'est rendu compte que c'était un univers un peu lourd quand on y reste longtemps. Et donc il s'est dit, voilà, il faut faire quelque chose pour pouvoir en fait permettre à ces enfants de sortir de cet univers et retrouver en fait un univers justement d'enfants. Je vais donner quelques chiffres, 37 délégations départementales, 60 établissements de santé qui sont concernés. C'est difficile de rentrer dans les hôpitaux, de leur expliquer que pour que les enfants soient plus forts aussi face à la maladie, il faut leur changer les idées? Non, je crois qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est largement partagé par le corps médical. Ils sont demandeurs aussi de ce genre d'initiative. Ils sont effectivement demandeurs de ce genre d'initiative. Donc après nous sommes soit en contact direct avec les hôpitaux, comme le CH de Mignot à Versailles, soit avec d'autres associations, puisque la solidarité aussi c'est la collaboration avec d'autres associations qui font le relais en fait dans les établissements de santé. Et aujourd'hui en fait il y a 60% des demandes de rêve qui sont transmises par les établissements de santé un peu partout en France. Combien de rêves vous avez réalisés avec l'association? Alors sur 20 ans, en fait, il y a un peu plus de 4000 rêves qui ont été réalisés. Et puis cette année, en fait, on a 12% d'augmentation du nombre de rêves. Et donc là, sur 12 mois, on en aura réalisé à peu près 280. Et donc on a toujours 280 rêves qui sont eux aussi en attente d'être organisés, qui sont prochainement planifiés. Et alors ce qui est très intéressant, ce qui est même formidable, c'est que vous restez en contact avec ces enfants qui sont malades. Je sais que vous avez recueilli encore des témoignages, même une vingtaine d'années plus tard, d'un des premiers rêves qui a été réalisé. Je pense à Marjorie, elle devait rencontrer Patrick Bruel, ce qui s'est fait, et elle retémoigne 20 ans plus tard, et elle dit que ça l'a aidée face à la maladie. Absolument, alors c'est aussi un message qui est fortement porteur d'espoir pour tous les autres enfants. Effectivement, Marjorie, elle a réalisé le premier rêve il y a 20 ans. Et puis aujourd'hui, donc, elle est guérie et elle peut témoigner de ce que ça lui a apporté dans sa vie et dans son combat par rapport à la maladie. Et c'est beaucoup plus fort, elle, ce qu'elle peut dire que moi, ce que je peux dire ce soir, quoi. C'est un témoignage qui est très fort. Alors, lors de cette journée anniversaire pour les 20 ans, nous avons aussi rencontré des enfants et nous leur avons demandé quels étaient leurs rêves. Prenez votre crayon, c'est le moment de la lettre au Père Noël. D'aller voir des dauphins. On est allé au Marineland d'Antibes. Il y avait des dauphins, on a vu tout le Marineland et on a fait plein de choses. On a surtout joué avec les dauphins, on leur a donné à manger et tout ça. C'était d'aller avec mon frère à Disney. Qu'est-ce que tu as fait toi, Rick, comme rêve? Tu te souviens? Qu'est-ce que c'était avec les... Il y avait des hippopotames. Ouais. T'as vu quoi d'autre? Un bison. Ah oui? Des lions. Des tigres. Rencontrer un joueur de foot. Mon premier rêve, ça a été de rencontrer mon joueur de foot que j'ai préféré depuis que je regarde le foot, c'est-à-dire Juninho, un ancien joueur de Lyon. De plus en plus de demandes de rêves. On a entendu ces enfants qui ont vraiment des envies. Comment vous réussissez à réaliser tous les rêves? Comment ça se passe lorsqu'on vous soumet à un rêve qu'on vous demande à réaliser? Alors comment ça se passe? C'est très simple. Il y a une demande de rêve qui nous est transmise, donc soit par internet en fait, soit par téléphone ou par l'hôpital. Et puis donc en fait nous on regarde en fait par rapport aux critères qui ont été établis par les fondateurs, donc à savoir l'âge entre 3 ans et 18 ans, et puis le caractère médical au niveau de la maladie. Donc ensuite, le rêve et les demandes de rêve sont transmises à un professionnel de santé qui est bénévole à rêve et qui donc va reprendre contact avec la famille, avec le médecin. Et puis ensuite, lorsque tout ça c'est validé, donc on enclenche en fait les démarches pour pouvoir organiser le rêve. Ça va très très vite. Alors voilà, nous notre particularité, c'est qu'effectivement on accepte de faire des rêves qui peuvent se faire parfois dans l'urgence, puisque le premier critère pour décider quel rêve on va organiser aujourd'hui, c'est l'urgence médicale. Donc soit il faut faire le rêve tout de suite, soit au contraire, il faut attendre que les traitements se passent, que la maladie se stabilise. Et au niveau du financement, comment vous Alors les financements, en fait, ce sont des dons privés. 99% des dons sont des dons privés qui permettent de financer effectivement toute l'organisation du rêve et toute la prise en charge, puisque lorsqu'un rêve se réalise, il y a évidemment l'enfant qui est pris en charge,
au niveau de sa logistique et puis également un de ses parents. Vous avez souvenir de rêves qui vous ont touché plus particulièrement, qui ont été réalisés? Alors, après, c'est réalisé peut-être pas ce encore. qui est surtout important pour nous, voilà, c'est que le rêve, ça soit l'enfant qui soit touché par son propre rêve, puisque nous, on ne propose pas de catalogue de rêves. C'est l'enfant qui choisit son propre rêve. Alors après, oui, on a... moi, personnellement, en fait, ce qui me touche, c'est les rêves qui sont très simples, comme on a vu dans le reportage, aller voir des animaux, monter en haut de la tour Eiffel, marcher sur la plage, ou parfois des rêves très, j'allais dire, d'experts, parce qu'une fois, on a eu un jeune homme, voilà, son rêve, c'était de monter sur une dameuse, sur les pistes de ski, et il connaissait ça par cœur, plus que le mécanicien qui conduisait donc voilà, c'est des rêves. Vous avez toujours réussi à réaliser tous les rêves jusqu'à présent? Voilà, ça n'est impossible exactement. pour l'association. Non, parce que comme c'était effectivement expliqué dans le reportage, ce sont les enfants qui demandent leurs rêves, et leurs rêves, en fait, ils sont dans une très très large majorité très simple. Vous nous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui les structures médicales étaient assez demandeuses pour organiser ces rêves, parce que ça permet aux enfants de faire une parenthèse dans leur traitement. Ça veut dire que le développement va s'accélérer encore? Vous avez encore des possibilités de développement, de toucher plus d'établissements médicaux? Quels sont les projets de développement de l'association? Oui, l'objectif, en fait, c'est de poursuivre le développement de l'association comme l'ont imaginé les fondateurs, à savoir permettre à un maximum d'enfants de pouvoir réaliser leurs rêves. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai vu quelques statistiques. Il y a à peu près 7000 enfants, en fait, par an qui sont diagnostiqués sur une maladie pour laquelle on peut intervenir. Et nous, cette année, on va en organiser 280. Donc, ça vous laisse... imaginez la marge qui reste. L'objectif, c'est pas de faire les 7000, bien sûr, mais de pouvoir permettre à plus d'enfants. Voilà, nous, on aimerait bien aller vers 300, 350 rêves organisés par an, ce qui est déjà beaucoup. Alors ce ne sont pas uniquement des initiatives qui permettent aux enfants de réaliser leurs rêves, on va dire, seuls de leur côté. Ils rencontrent aussi d'autres enfants, d'autres adultes. Il y a des échanges. Je pense à cette journée qui vient de se terminer à l'occasion des 20 ans. Ça a été l'occasion pour les familles d'échanger aussi. Elles aussi, les familles se sont peut-être reboostées face à la maladie de leurs enfants. Oui, absolument. C'est aussi le sens de ces journées comme cet après-midi au château de Versailles. C'est-à-dire que nous, on leur permet de se retrouver dans un cadre assez féerique. Et puis effectivement, les parents, ce qu'ils nous font comme retour, c'est que c'est encore une parenthèse dans laquelle la maladie n'est plus présente, et puis dans leur tête. Et puis c'est également la possibilité pour eux de rencontrer d'autres parents avec qui échanger également des difficultés du quotidien qu'ils peuvent rencontrer. Donc ils ont une possibilité en fait également de... Voilà, ils savent que dans cet espace de temps qu'ils vont vivre, ils pourront rencontrer d'autres parents, que les enfants pourront rencontrer d'autres enfants, et surtout qu'il y aura un regard qui va être neutre. On ne va pas les regarder comme des parents d'enfants malades ou comme un enfant malade, et ça c'est beaucoup. L'association Rêve qui a 20 ans. Cette année, vous pouvez aider cette association. Il y a un site internet qui va s'afficher. Comme tous les dons, c'est déductible des impôts. C'est une bonne occasion de faire plaisir à ces enfants. Merci encore d'être venu nous parler de votre initiative, de votre travail. Avant de revenir sur les derniers événements sportifs, un mot concernant le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Malgré son homologation par la fédération, la piste de BMX a eu besoin de travaux supplémentaires, un surcoût de 95 000 €. Comment expliquer ce couac? Catherine Zulato. 95 000 €, c'est le surcoût voté ce jeudi soir en conseil communautaire pour des travaux concernant la piste de BMX du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. La piste a été inaugurée en janvier dernier, elle a été homologuée par la Fédération française, mais elle a nécessité toutefois des évolutions depuis sa mise en service. Les 2 rampes ont par exemple été jugées trop glissantes par les pilotes et présentaient un risque en termes de sécurité. Une résine a dû être appliquée sur le revêtement pour un coût de 25 000 € hors taxe. Autre évolution technique concernant toujours cette piste de BMX, des travaux doivent être réalisés sur les profils des 2 premières lignes droites et du premier virage afin de sécuriser et optimiser les trajectoires des pilotes, une reprise qui s'élève à 70 000 € hors taxe. Ce surcoût entre dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé conclu en décembre 2009 entre la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et la société Vélopolis. Allez, sport toujours, mais du côté véritablement des sportifs. Cette fois-ci, pour sa deuxième manche, le Fit Days 2014 faisait étape à Saint-Quentin en Yvelines. Fit Days, c'est un tour de triathlon où amateurs peuvent côtoyer les meilleurs mondiaux de la discipline. Anthony Reich nous explique tout ça. Si dans le parc à vélo, les élites se préparent au départ de la course avec leur routine habituelle,
Cette fois-ci, il cohabite avec des dizaines de triathlètes amateurs venus se confronter aux meilleurs. Cynthia participe à son premier triathlon et prend peu à peu ses repères. On sent qu'ils ont l'habitude, ça fait pro quoi, c'est pas pour rien. Ça s'est fait petit à petit en demandant des conseils à droite à gauche et tout ça. Ouais. Pour la plupart, ces passionnés viennent de la course à pied et ont basculé sur le triathlon pour varier les efforts. De son côté, Sifan est venu sur le Fit Days pour prendre du plaisir. On est tellement loin d'eux que finalement c'est pas ça qui va nous faire avancer sur la course, hein, mais après c'est toujours sympa de les côtoyer effectivement au départ. Après on les voit plus trop. Dès les premières coulées, les triathlètes de 50 ans en Yvelines, Fred Belaubre en tête, mènent le peloton. Après les 20 km de vélo, à travers la vallée de Chevreuse, le trio Belaubre-Pétel-Lebrun entre dans la zone de transition ensemble. Mais à la sortie, les premières foulées sont difficiles pour le jeune Émeric Pétel, qui cédera peu à peu du terrain pour conserver sa 3e place. Au final, Fred Belaubre et Aurélien Lebrun termineront ensemble ce Fit Days après 1h03 d'effort. Le parcours était vraiment sélectif. En plus, il y avait de la pluie, donc voilà, la partie vélo était quand même assez dure à gérer. Et bon, on s'en est bien sorti. On se sentait soutenu un peu plus que d'habitude. Alors, on avait envie d'envoyer l'ascenseur et puis de faire vibrer un petit peu les spectateurs. Ouais. Près de 40 minutes plus tard, après avoir vu l'abandon de Cynthia sur casse mécanique, Sifan coupe la ligne d'arrivée plutôt satisfait. Ça allait. Ouais. En fait, j'étais plus libéré parce que je l'ai vu arriver avec la voiture balai, donc je me suis dit bon, elle est là au moins. Et du coup, voilà, on prend plus de plaisir. On n'a même pas senti la verscade. Le parcours, en fait, je le connaissais pour avoir fait quelques sorties en vallée de Chevreuse. Et là, il est sympa. Ouais. Il est sympa. En plus, on a eu le soleil pendant le vélo, donc sympa, ouais. Et pour terminer ce journal, nous repartons à Voisins, le Bretonneux, où se trouvent Olivier Maniscalco, Jonathan Villeman pour la rédaction, au milieu des supporters des Bleus. Olivier, je vous vois avec un petit sourire, on n'est pas passé loin du but français, on n'est pas passé loin non plus du but du Nigeria tout à l'heure. Hein. Tout à fait Wilfried, et je peux vous dire qu'il y a eu des regards très inquiets. Là ça va mieux parce qu'il vient d'avoir une occasion pour l'équipe de France, la plus grosse, la plus sincère occasion pour l'équipe de France. Mais juste avant, il y a eu un but pour le Nigeria effectivement, entaché d'une position de hors-jeu, mais au ralenti, il y a un doute sur cette position de hors-jeu. À mes côtés, j'ai un jeune supporter qui a revêtu les couleurs des Bleus, c'est Cédric. Cédric, déjà pourquoi être venu ici au bar? C'est une ambiance qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ouais voilà, super ambiance, il y a du monde et tout, voilà, super. Qu'est-ce que tu penses du début de match des Bleus? On a vu pour l'instant les Nigérians nous bousculer un peu et maintenant c'est les Français qui reprennent un peu le pas. J'espère que ça va le faire, là c'est vrai, effectivement on n'a pas trop le contrôle du ballon, j'espère que ça va le faire, ouais. Un petit pronostic pour terminer Cédric? 2-0, Benzema et Giroud. Merci beaucoup Cédric, bon match à toi. Voilà, on l'a vu avec Cédric, les supporters qui sont encore un peu timorés, un peu tendus. Mais si un but français venait, forcément ça détendrait un peu tout le monde. Ça soulagerait tout le monde, c'est sûr. Beaucoup d'ambiance Wilfried, beaucoup d'ambiance. Merci Olivier, on vous laisse profiter du match. On va peut-être vous rejoindre d'ailleurs, en tout cas pour le résumé et pour les réactions également de Allemagne-Algérie qui se jouera ce soir à 22h. Ce sera dans notre journal de demain soir. Merci Olivier, merci à Jonathan qui vous accompagne également. Et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Excellente soirée avec ce match des Bleus qui nous réserve pas mal de rebondissements a priori. Bonne soirée.